Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je vous dis en deux mots à quel titre j'interviens. Je suis d'une part le responsable académique, je pense que c'est ainsi qu'on le désigne, membre de l'académie qui a pris la lourde responsabilité de donner son approbation à ce projet de cycle de conférences. Ça a été pour moi un déchirement de me demander si j'allais approuver un cycle de conférences organisé par le CRISP, dont je suis par ailleurs le président. Bon, la question était réglée assez vite. Je vais vous dire quelques mots purement informels, simplement pour souligner le plaisir que j'ai à voir ce cycle de conférences se mettre en place, parce qu'il est issu d'un processus d'élaboration qui est typiquement CRISP et dont je me permets de vous dire quelques mots. La principale publication du CRISP, le courrier hebdomadaire, paraît au rythme de 40 numéros par an. Et depuis le numéro 500, une tradition s'était instituée de consacrer les numéros ronds, 500, 1000, etc., à un texte inhabituel, moins factuel, plus ambitieux, un peu plus large sur une question d'une portée plus importante. Et donc, à un moment que je n'ose essayer de reconstituer dans le temps, le CRISP s'est rendu compte que le numéro 2500 commençait à approcher, a débattu en interne et s'est dit si nous faisions un courrier hebdomadaire sur le caractère singulier ou faussement singulier du fédéralisme belge. Ce numéro 2500 aurait dû paraître logiquement à la suite du 2499. Je ne trahis pas un secret honteux en disant qu'il est paru plutôt à la suite du 2509, je crois, quelque chose de ce genre, parce que, à la manière CRISP, au lieu de faire raisonnablement 50, 80 pages sur le fédéralisme belge, pour répondre à cette question de la singularité de ce fédéralisme, les 4 auteurs ont pris la planète entière, listé tous les États fédéraux assimilables et comparé point par point la Belgique à chacun de ces États sur tous les sujets ou à peu près qui sont traités. Je ne vais pas faire jouer ma mémoire qui n'est pas très bonne. On voit apparaître des États dont en tout cas pour moi j'ignorais totalement qu'ils fussent fédéraux, quelques-uns dont je ne suis même pas sûr que je connaissais véritablement l'existence. Et ça a donné lieu à une publication un petit peu plus ample que celle qui était prévue. Cédric Istas l'a apporté ici. C'est un volume assez conséquent de près de 270 pages, dont je ne peux que vous conseiller la lecture parce que ça se lit pratiquement comme un roman, tellement c'est pédagogique. Ça ne demande pas d'effort particulier, tellement c'est surprenant compte tenu de ces découvertes de parallèles, de contrepoints, de similitudes auxquelles on ne pouvait pas du tout s'attendre, et tellement on finit, on se sent assez rapidement engagé plutôt en cours de lecture par se demander, mais y a-t-il vraiment des singularités du système fédéral belge ? Il y en a et on vous en exposera lors des 4 conférences. Elles sont sans doute moins nombreuses qu'imaginées. Il y a souvent un État ou l'autre qui a eu la fâcheuse idée de faire comme nous. Par contre, le cocktail proprement belge, lui, il est tout à fait particulier et savoureux et vous aurez l'occasion de les découvrir. Voilà, j'en reste là pour simplement, encore une fois, d'une part, rendre hommage à l'équipe des auteurs qui est tout entière présente. 3 ici au premier rang que je vais rejoindre, et puis Cédric Istas qui démarre le cycle. Et donc, à titre très personnel, je me permets de les féliciter pour ce travail remarquable, d'autant plus pour Cédric Istas qu'il est non seulement un co-auteur, mais aussi le rédacteur en chef du courrier hebdomadaire et que ce n'est pas une mince affaire que d'être son propre chef dans une entreprise aussi complexe que celle-ci. Voilà, je lui cède la parole. Merci Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Chaque État est original dans son architecture institutionnelle, spécifique dans ses structures et unique dans ses équilibres. Il en va ainsi des États unitaires et, a fortiori, des États fédéraux. Par définition, tout système fédéral est en effet le résultat d'une histoire et d'un contexte sociopolitique qui lui sont propres. En Belgique, beaucoup de citoyens et de citoyennes ont le sentiment de vivre dans un pays bien singulier. Un pays qui se différencie de tous les autres par l'évolution constante de son organisation, par le nombre de ses niveaux de pouvoir, par l'enchevêtrement des domaines de compétences de ses composantes et par la complexité, pour ne pas dire l'opacité, de son fonctionnement. Un pays qui est secoué par des crises répétées, qui semble menacer jusqu'à son existence.
Un pays qui présente de multiples caractéristiques qui ne se rencontrent nulle part ailleurs et qui sont tout à la fois la cause et la conséquence d'un fédéralisme à nul autre pareil. Mais quelles sont exactement les spécificités du fédéralisme belge? Autrement dit, quels sont précisément les traits qui sont tout à fait propres au cas belge, ceux que la Belgique ne partage avec aucun autre pays à travers le monde? C'est à cet exercice que mes collègues et moi-même, nous nous sommes livrés dans ce courrier hebdomadaire numéro 2500 que Vincent de Corbiter vient de vous présenter et qui est la base de ce cycle de cours-conférences. Alors disons-le tout de suite, il n'existe pas de répertoire officiel des États fédéraux. Et donc, diverses listes circulent dans la littérature scientifique qui diffèrent quelque peu les unes des autres. Dans le cadre de notre courrier hebdomadaire numéro 2500, nous avons considéré qu'il existe actuellement 29 États fédéraux à travers le monde, à savoir 5 en Europe, 7 en Amérique, 6 en Asie, 7 en Afrique et 3 en Océanie. Autant de pays donc qui sont des États fédéraux, ou pour le dire autrement, qui ne sont pas des États unitaires. Et précisons-le d'emblée, entre un État unitaire et un État fédéral, il n'existe pas une simple différence de degré, mais une réelle différence de nature. En effet, les concepts d'unitarisme et de fédéralisme sont en opposition l'un de l'autre. Quelques définitions. Un État unitaire, d'abord. Un État unitaire, c'est un État qui ne comprend qu'un seul pouvoir législatif et qu'un seul pouvoir exécutif, qui sont tous deux pleinement compétents sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, tous les citoyens du pays sont soumis à la même et unique autorité, tant sur le plan juridique que sur le plan politique. Dans un État fédéral, en revanche, ce qui va nous intéresser ce soir, les prérogatives de l'État sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral et des collectivités autonomes que l'on appelle des entités fédérées. Il existe donc dans un État fédéral plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs. L'ordre juridique fédéral est unique et uniforme, il s'applique à tout le territoire national et à toute la population du pays de la même façon. Tandis que les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes. Il en existe autant qu'il y a d'entités fédérées, et chacun d'eux est spécifique au territoire et à la population d'une entité fédérée. Ces quelques notions précisées, et désolé pour le côté un peu scolaire de la chose, mais c'était indispensable, j'en viens au thème de la conférence de ce soir, la Belgique, un cas singulier de fédéralisme, de dissociation. Et oui, la plus fondamentale des caractéristiques du modèle fédéral belge réside sans aucun doute dans le fait qu'il procède et qu'il résulte d'une logique de dissociation. En effet, l'actuelle architecture institutionnelle de la Belgique est le fruit de la transformation graduelle d'un État autrefois unitaire en un État fédéral. Mais pour autant, est-ce un cas unique, comme on lit et comme on l'entend souvent ? Pour répondre à cette question, qui formera la première partie de l'exposé, il faut donc se poser la question « Comment se sont formés les autres États fédéraux à travers le monde ?» Je vous invite donc à un petit tour d'horizon géographique et historique. La majorité des États fédéraux sont nés directement avec une structure fédérale. Et parmi ceux-ci, la modalité la plus courante est celle des États fédéraux qui résultent d'un mouvement d'association, c'est-à-dire des États qui sont nés de la réunion d'entités qui étaient jusque-là distinctes et qui, la plupart du temps, étaient indépendantes. Et ces entités, jusqu'alors distinctes, ont décidé de s'accorder pour former ensemble un nouvel État auquel elles ont donc abandonné une part de leur souveraineté et une portion plus ou moins large de leurs compétences. La logique à l'œuvre est donc celle d'un mouvement de regroupement, dont rend d'ailleurs bien compte la devise des États-Unis d'Amérique, « E pluribus unum », de plusieurs un, à partir de plusieurs n'en faire plus qu'un. C'est en quelque sorte la modalité classique de formation d'un État fédéral. Je vous propose de nous pencher sur quelques cas, à commencer donc par les États-Unis d'Amérique, voir comment ces différents États se sont formés. À la fin du XVIIIe siècle,
La côte est de l'Amérique du Nord est formée de 13 colonies qui ont été fondées progressivement au cours des siècles par les Anglais. Ces 13 colonies, je ne vous apprends rien, se révoltent contre la Grande-Bretagne à partir de 1775 et l'année suivante, elles proclament leur rupture avec la métropole. Le 4 juillet 1776, elles annoncent la création de 13 nouveaux États. 13 États indépendants, mais unis au sein d'une confédération. Et en 1787, ces 13 anciennes colonies décident d'affermir leurs liens en formant désormais non plus une simple confédération, une confédération c'est-à-dire une association d'États indépendants. La notion de confédération est une notion assez ancienne. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'une organisation internationale de type intergouvernemental. Mais donc, elles décident de ne plus former une simple confédération, une association au sein de laquelle les liens sont assez larges, mais de former un véritable État, en l'occurrence un État fédéral. Elles adoptent donc une constitution qui entre en vigueur en 1789. C'est alors que les États-Unis naissent véritablement en tant qu'État fédéral. Un autre État que vous connaissez bien et qui fera l'objet d'un des 4 cours-conférences de ce cycle, c'est la Suisse. Alors, les cantons de Suisse ont une longue tradition de rassemblement au sein d'une structure de type confédérale. Ainsi, entre le XIIIe et le début du XIXe siècle, leur histoire a été faite de la confédération des 3 cantons, puis des 8 cantons, puis des 13 cantons, puis des 19 cantons, puis des 22 cantons, pour en arriver enfin à la date qui nous intéresse, 1848, lorsque les cantons suisses décident de s'unir, non plus sous la forme d'une confédération, mais sous la forme d'un nouvel État, en l'occurrence fédéral. Les cantons, à partir de cette date, 1848, renoncent donc à être indépendants, ils cèdent un certain nombre de leurs compétences au nouveau niveau de pouvoir fédéral. Le pays, comme vous le savez, garde toutefois le nom de confédération, même si ça ne correspond pas réellement à la réalité. La Suisse est bel et bien un État fédéral. Autre exemple, l'Allemagne. Alors, depuis le Moyen-Âge, l'espace allemand est constitué d'une multitude, d'une myriade d'États, des royaumes, des grands-duchés, des duchés, des principautés, des villes libres, etc. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le chancelier Bismarck entreprend de réaliser l'unification allemande, comme il dit, par le fer et par le sang, et autour de la Prusse, qui est l'État le plus important de cet espace, ici représenté en bleu. Bismarck parvient à ses fins en 1867, quand il rassemble 22 États au sein d'un nouveau pays, la Confédération de l'Allemagne du Nord. Également ici, on prend le nom de Confédération, ça fait moins peur qu'État fédéral, mais c'est bel et bien un État authentiquement fédéral. Et l'actuelle République fédérale d'Allemagne est l'héritière directe de cette confédération de l'Allemagne du Nord, même si, évidemment, je ne dois pas vous le dire, son extension géographique est sensiblement différente aujourd'hui. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des États que je vais vous présenter. Ainsi, le Canada, au nord des États-Unis nouvellement indépendants, il y a au XIXe siècle d'autres colonies, au nombre de 6, également des colonies anglaises, qui elles sont totalement distinctes et autonomes les unes des autres. Et à partir de 1864, des négociations s'engagent entre les représentants de ces différentes provinces pour former un nouvel État. Ce processus aboutit en 1867, en l'occurrence par une loi du Parlement britannique, qui donne naissance au Canada, un État fédéral alors formé des 4 provinces que vous voyez ici. Puis tout comme les États-Unis, ils vont connaître un mouvement progressif d'accroissement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le moment de la naissance. Autre exemple, l'Australie. C'est encore un cas un peu différent. Et ici, on a 6 colonies qui ont été fondées entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, sous l'égide de la Grande-Bretagne, et qui, au cours du XIXe siècle, entre 1855 et 1890, acquièrent progressivement le statut de démocratie parlementaire autonome, gérant chacune leurs propres affaires. En gros, 6 États quasi indépendants qui, en 1900, après une dizaine d'années de négociations, décident, par l'entremise de leurs représentants, de former un nouvel État, indépendant et fédéral. La constitution qu'ils adoptent est ratifiée par le Parlement britannique et le 1er janvier 1901 naît l'Australie. Enfin, dernier exemple d'États nés par rassemblement, par association d'entités auparavant distinctes, autonomes et voire indépendantes, l'Inde. Jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le sous-continent indien est divisé en 2 types d'entités. Les 17 provinces que vous voyez en rose sur la carte, 17 provinces qui sont placées sous la tutelle directe de la couronne britannique.
autrement dit des colonies. Et puis vous avez également en jaune sur la carte des États princiers au nombre de 565. Ils sont parfois minuscules. Des États qui ont à leur tête un monarque local, mais qui est engagé dans une relation de vassalité vis-à-vis de la couronne britannique. Donc ce sont des États indépendants, en jaune, mais qui sont placés quand même sous le contrôle indirect du Royaume-Uni. En 1947, l'indépendance de l'Inde est proclamée et les négociations qui ont mené à cet événement ont préalablement attribué les provinces donc qui étaient colonies britanniques entre le Pakistan et l'Inde et ont laissé le choix aux États princiers de choisir l'un ou l'autre des pays pour les rejoindre. Et en 1949, l'Inde adopte sa constitution. Le pays décide de prendre la forme d'un État fédéral. Donc voilà, autant de pays, et il y en a d'autres encore, qui répondent à cette modalité classique de formation d'un État fédéral. Mais il y a d'autres États qui sont également nés d'emblée fédéraux, mais qui procèdent d'une autre logique. Et c'est également un cas de figure assez courant. C'est celui des pays qui, dès leur fondation, ont pris la forme fédérale parce que, en raison de leur passé, commun ou spécifique, une ou plusieurs des régions qui les composent souhaitent jouir d'un important degré d'autonomie au sein du nouveau pays. 3 exemples. Le Mexique qui, du temps de la colonisation espagnole, faisait partie de ce que l'on appelait la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, qui s'étendait de la Californie au Costa Rica. En 1821, après une dizaine d'années de guerre contre l'Espagne, le Mexique conquiert son indépendance. Il correspond alors à l'ancienne Espagne, à l'exception de diverses îles, dont Cuba. Et après quelques années de troubles politiques, le pays adopte sa constitution en 1824. Il prend le nom d'États-Unis mexicains, donc qui est toujours le sien aujourd'hui. Il opte donc pour une forme fédérale. Un autre cas très particulier, c'est celui de la Bosnie et Herzégovine. Alors, je vous rappelle, vous n'avez pas oublié qu'à partir de 1992, le territoire de la Bosnie et Herzégovine a été déchiré par la guerre et afin d'y mettre fin, les accords dits de Dayton ont été signés à Paris en décembre 1995. Ils ont été signés par les présidents de la Serbie, de la Croatie et de la Bosnie et Herzégovine. Et ces accords comprennent notamment la constitution de la future République de Bosnie et Herzégovine. C'est donc ici le résultat d'une négociation internationale. Ce ne sont pas les habitants du pays qui ont décidé de former un nouvel État qui serait un État fédéral. C'est le résultat d'une négociation décidée par d'autres, en l'occurrence sous l'égide essentiellement des États-Unis et de la France. Et enfin, un dernier exemple dont on parle beaucoup de ces temps-ci, la Russie. Alors, parlons d'abord de la Russie telle qu'elle apparaît, telle qu'elle naît en 1918 pour succéder à l'Empire russe auquel vient de mettre fin une révolution. En 1918 est proclamée la République socialiste fédérative soviétique de Russie, un État fédéral constitué d'un certain nombre de sujets. Cet État, vous le savez, est très éphémère, il n'existe que quelques années, puisque dès 1922, il est englobé dans l'URSS, dont il devient la principale composante. L'URSS, un autre État fédéral. On a donc ici le cas d'une entité fédérée qui fonctionne comme un État fédéral au sein d'un État fédéral. Toujours est-il que notre Russie actuelle, c'est un mot malheureux, hein. La Russie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des territoires contestés, née en 1991 et est l'héritière directe de cette République socialiste fédérative soviétique de Russie, née en 1918. Elle est organisée sur la base toujours de différents sujets, c'est ainsi qu'on nomme les entités fédérées dans ce pays. Donc ça c'était pour les États, et je vous dis ce sont la majorité des États fédéraux, ceux qui sont nés directement comme fédéraux, soit par une modalité, soit par une autre. Mais il y a enfin un groupe minoritaire, mais pas si rare que ça, pas si minoritaire que ça, les États qui sont devenus fédéraux au cours de leur histoire, c'est-à-dire ceux qui résultent d'une dynamique non plus d'association, mais de dissociation. Et à cet égard, on entend souvent dire que la Russie est le seul cas d'État qui serait devenu fédéral après être originellement né unitaire. Or,
l'exemple des 2 derniers siècles nous offre un certain nombre de cas que je trouve intéressant d'examiner brièvement avec vous ce soir. En l'occurrence, je vais vous parler pendant quelques minutes de 8 pays qui existent toujours et de 2 pays qui n'existent plus, mais dont je ne peux pas ne pas parler. Je serai bref, évidemment, sur chacun d'entre eux. L'Argentine. Alors l'Argentine, elle conquiert son indépendance vis-à-vis de l'Espagne au début du 19e siècle et elle adopte une première constitution qui est très centralisatrice et qui, pour cette raison, est rejetée par une large partie des provinces qui, elles, sont favorables à une option de fédéralisme. Des luttes intestines se succèdent alors entre unitaristes et fédéralistes pendant plusieurs décennies. Et en 1853, pour mettre fin à cette situation, une guerre civile prend fin par l'adoption d'une nouvelle constitution par laquelle l'Argentine devient un État fédéral. Elle prend le nom de Confédération argentine, aujourd'hui République argentine. Autre État qui n'a pas toujours été fédéral, le Brésil, qui n'était quand même pas un exemple anecdotique. La première constitution du Brésil est proclamée en 1824 et le pays, qui sort alors d'une guerre contre le Portugal pour conquérir son indépendance, opte pour un système fortement centralisateur, excusez-moi, même si à partir de 1834, une certaine autonomie va être accordée aux provinces, mais une autonomie qui ne satisfait pas la majorité d'entre elles, excusez-moi, tant et si bien que le pays connaît plusieurs décennies de conflits et de soulèvements populaires en faveur d'une autonomie accrue des provinces. En 1889, un coup d'État a conduit à la proclamation d'une république oligarchique et les nouveaux maîtres du pays en profitent pour mettre en application leurs idées, en l'occurrence fédéralistes, évolution qui est consacrée par l'adoption d'une nouvelle constitution en 1891 et le pays porte alors le nom officiel d'États-Unis du Brésil, nom qu'il conservera jusqu'en 1967. Aujourd'hui, c'est tout simplement la République fédérative du Brésil. Je disais que je allais vous parler de 2 pays qui n'existent plus. Le premier, c'est évidemment la Yougoslavie. Yougoslavie qui est née en tant qu'État unitaire en 1918 et qui, en 1945... Je suis vraiment désolé. Je vous propose de m'excuser une fois pour les 2 heures qui vont suivre. Toutes mes excuses. En 1945 est proclamée la République fédérative populaire de Yougoslavie, qui est donc constituée de 6 entités fédérées, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine. Alors, dans les faits, il faut quand même que je vous le précise, il ne s'agit pas d'un véritable fédéralisme. Il ne s'agit pas d'un véritable fédéralisme, puisque les velléités autonomies, si elles sont bien présentes, sont muselées par le dirigeant du pays, le dictateur Tito. Et ce n'est qu'à partir de 1989, quand celui-ci sera mort, que les tensions vont s'accroître essentiellement entre Serbes et Croates et vont amener petit à petit à la situation que vous connaissez, donc c'est-à-dire la disparition du pays entre 1991 et 2006. Autre pays aujourd'hui disparu, qui procède un peu de la même logique, la Tchécoslovaquie, qui en 1969, en raison des revendications autonomistes des Slovaques, cesse d'être un État unitaire pour devenir un État fédéral. Et comme dans le cas de la Yougoslavie, cette réforme n'a aucun effet réel, bien qu'il soit dévolu au Parlement, qu'il soit dévolu dans les textes au Parlement fédéral ou aux 2 parlements fédérés, les pouvoirs restent dans les faits entièrement concentrés dans les mains du Parti communiste tchécoslovaque. Après la révolution de velours, qui met fin au régime communiste, est proclamée en 1992 la République fédérale tchèque et slovaque. Les 2 peuples ne parviennent pas à s'entendre. Les Tchèques veulent un pouvoir central fort alors que les Slovaques le veulent faible. Et il va y avoir la décision d'une scission qui est opérationnelle le 1er janvier 1993. Bon, plus court, autre
État, qui est d'abord né comme unitaire. L'archipel des Comores, voilà, ça fait partie sans doute de ces États dont vous ignoriez non seulement leur situation géographique, mais aussi et a fortiori leur nature fédérale. Eh bien, les Comores, donc, qui sont un petit archipel situé entre Madagascar et le continent africain, lorsqu'ils prennent leur indépendance de la France en 1795, optent tout d'abord pour une forme unitaire, et c'est après 3 ans, c'est assez court, après 3 ans de troubles politiques, que le pays opte pour une nouvelle constitution de type fédéral, l'objectif étant en fait de convaincre l'île de Mayotte de sortir également du giron français pour rejoindre le nouveau pays. La tentative échouera, mais les Comores conserveront malgré tout, et ce jusqu'à aujourd'hui, leur forme fédérale. Le Soudan naît en 1956 et lors des négociations qui avaient mené à la naissance de ce nouveau pays, le futur gouvernement avait promis aux provinces du Sud, pour obtenir leur adhésion, que serait formé un État fédéral. Mais rapidement, une fois le pays indépendant, il s'avère que le gouvernement n'a nullement l'intention d'honorer ses promesses. Et ce n'est qu'après 2 épisodes de guerre civile que le pays s'engagera dans la voie de l'instauration du fédéralisme, à savoir à partir de 1991. Mais ce résultat continuera à mécontenter les provinces du Sud qui, au terme d'un référendum d'autodétermination, prendront leur indépendance en 2011. L'Éthiopie, qui, après l'abolition de la monarchie en 1974, connaît une période de junte militaire, finalement renversée en 1991 au terme d'une longue guerre civile. Lorsque prend fin cet épisode, un régime de transition est installé qui est chargé d'instaurer la démocratie dans le pays. Et en 1994, une nouvelle constitution est adoptée. L'Éthiopie abandonne alors l'organisation unitaire qu'elle avait toujours connue, c'est un pays très ancien, et devient un État fédéral. Il s'agit par là de contrer, ou du moins de contenir, les différents mouvements indépendantistes qui menacent de faire éclater le pays. Autre exemple, on arrive dans les périodes ici plus récentes, l'Irak qui, en 2005, c'est-à-dire 2 ans après la chute du dictateur Saddam Hussein, opte pour une nouvelle constitution et l'année suivante adopte une loi qui fait du pays un État fédéral. L'Irak passe ainsi de l'unitarisme au fédéralisme, un résultat qui est dû aux volontés des Kurdes, appuyés par les chiites, mais réfrénés par les sunnites. Selon la constitution du pays, chaque province ou groupe de provinces peut s'organiser en une région autonome. Alors il faut que je vous précise tout de suite que dans les faits, seul le Kurdistan a à ce jour obtenu ce statut. Et donc l'Irak est un pays assez particulier. Il est de facto un État unitaire sur l'ensemble de son territoire, sauf pour ce qui concerne le Kurdistan, où il est un État fédéral. Je vous rassure, on a bientôt fini avec les 10 exemples. L'avant-dernier, c'est la Somalie, qui, depuis son indépendance en 1960, n'a pour ainsi dire connu qu'une longue guerre civile, qui est toujours en cours à l'heure actuelle, et qui n'a été interrompue que par une brève période de dictature. En guise de tentative de conciliation entre les différents clans qui se disputent le pays, une constitution provisoire a été adoptée en 2012 qui a fait de la Somalie un État fédéral. Mais c'est encore assez théorique, la mise en œuvre pratique de cette décision est encore assez nébuleuse actuellement. Et enfin, dernier exemple en date, mais il y en a d'autres qui se préparent peut-être, mais pour le moment c'est le dernier, le Népal, qui en 2008 a aboli la monarchie et proclamé la République, et qui dans la foulée a décidé de passer de l'unitarisme au fédéralisme. Une évolution qui a été consacrée par une nouvelle constitution adoptée en 2015. Voilà. Donc, vous le voyez, je vous ai longuement convaincu tout au fil de ces 10 exemples, la Belgique, contrairement à ce que l'on pense souvent, n'est nullement l'unique pays à être passé au cours de son existence d'un mode d'organisation unitaire à une structure fédérale. Toutefois, le cas belge n'est similaire à aucun des 10 exemples que nous venons de parcourir, et les raisons en sont multiples. Elles résident notamment dans le fait que la Belgique n'est pas une ancienne colonie, que la Belgique n'est ni confrontée à de fortes poussées sécessionnistes armées, ni traversée par des divisions de type clanique, ethnique ou religieuse.
Cela tient également au fait que l'instauration du fédéralisme belge n'a pas été le fait d'un régime autoritaire, ni d'un pouvoir démocratique faiblement affirmé, que l'instauration du fédéralisme en Belgique n'a pas non plus été liée à une tentative de retour à un ordre démocratique stable après une période de graves troubles politiques ou de dictature, et que cette évolution n'a pas non plus résisté de la satisfaction donnée à des mouvements fédéralistes exprimés dès la fondation de l'État, mais qui seraient restés longtemps bridés. En particulier, et puisque les cas tchécoslovaques et yougoslaves sont ceux qui sont le plus souvent rapprochés du cas belge, aucune comparaison n'est pertinente entre le processus à l'œuvre en Belgique et ceux qui l'ont été en Yougoslavie en 1945 et en Tchécoslovaquie en 1969. En particulier parce que ces deux pays ne vivaient alors pas sous un régime démocratiquement élu, c'est le moins qu'on puisse dire, tandis que la Belgique a toujours vécu sous ce type de régime, et d'autre part parce que la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie étaient nées en 1918 du regroupement de peuples et de territoires qui se percevaient de longue date comme distincts et qui avaient conservé leurs identités propres après leur réunion au sein d'un même État. Or, en Belgique, on est dans un cas de figure tout à fait différent. Les identités subnationales, qu'elles soient régionales, wallonnes, flamandes, bruxelloises, ou qu'elles soient communautaires, francophones, néerlandophones, germanophones, ces identités subnationales ne préexistaient pas à la formation du pays. Elles n'existaient pas encore en 1830. Elles ne sont apparues qu'au fil de l'histoire de la Belgique. En conclusion de quoi, il peut être affirmé que la Belgique constitue la seule occurrence de passage d'un État unitaire à un État fédéral qui se soit opéré dans le respect de l'État de droit et de manière tout à la fois démocratique et pacifique, ce qui n'est quand même pas rien. Mais c'est également le seul État où cette transformation s'est passée de manière tardive et progressive. Dans la plupart des exemples que je viens de vous présenter, le passage de l'État unitaire à l'État fédéral s'est fait dans les quelques années, les quelques dizaines d'années qui ont suivi la fondation du pays. En Belgique, on s'est engagé dans ce processus après 140 ans. D'autre part, dans les 10 autres exemples que je viens de vous présenter, le basculement s'est fait pour ainsi dire du jour au lendemain. En Belgique, ça s'est étalé sur plusieurs réformes de l'État, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'exposé, la Belgique fédérale, un mode de constitution singulier. Je vous propose donc, ici, une brève histoire de la Belgique. Alors, commençons par la Belgique unitaire. C'est la période sur laquelle je passerai le plus vite, même si c'est la plus longue de l'histoire du pays. 140 ans. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler qu'au cours de ces 140 ans, au fil des décennies, un fossé s'est progressivement creusé entre le sud et le nord du pays. Et que le résultat de ce processus, tel qu'on l'a obtenu dans les années 1960, c'est que chacune des deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays, les francophones d'un côté et les néerlandophones de l'autre, chacune des deux grandes communautés du pays dénonce les atermoiements et les blocages de l'État unitaire qu'elle perçoit comme dominé et dirigé par l'autre communauté, et État unitaire qu'elle estime nuire à ses intérêts. Sur cette période, je dois quand même revenir sur l'extrême fin de cette période, je dois quand même revenir sur les lois des 8 novembre 1962 et 2 août 1963. Pourquoi ? Parce que ces deux lois sont celles qui ont procédé à la création des régions linguistiques. On dit souvent d'ailleurs que ce sont les lois de la frontière linguistique. Plus précisément, ce sont les lois qui ont instauré les 4 régions linguistiques que la Belgique connaît toujours aujourd'hui. La région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale, français-néerlandais, et la région de langue allemande. Un certain nombre d'observateurs de la vie politique belge estiment même que la première réforme de l'État a débuté en 1962-1963, lorsque ces régions linguistiques ont été créées. Pourtant, initialement, ces régions linguistiques ne sont que des subdivisions administratives.
Leur portée se limite à déterminer les territoires dans lesquels les différentes législations linguistiques vont trouver à s'appliquer. Dans quelle langue vous allez pouvoir, en tant que citoyen ou en tant que dirigeant d'entreprise, dans quelle langue vous allez pouvoir vous adresser au pouvoir public. Mais il s'avérera assez vite que cette opération aura une importance institutionnelle beaucoup plus forte, à savoir que le territoire des différentes entités fédérées qui vont être créées tout au long du dernier tiers du XXe siècle seront déterminés sur la base de ces régions linguistiques. Le 18 février 1970, le Premier ministre, Gaston Esquens, déclare devant les chambres, vous connaissez très bien cette citation, « L'État unitaire, tel que les lois le régissent encore dans ses structures et dans son fonctionnement, est dépassé par les faits. Les communautés et les régions doivent prendre leur place dans des structures rénovées de l'État qui doivent être mieux adaptées aux situations spécifiques du pays. » Une phrase qui est passée à la postérité sous la forme « La Belgique de papa a vécu ». En ce jour, le chef du gouvernement annonce donc la révision de la Constitution à laquelle le monde politique belge s'attelle depuis plusieurs années et qui a pour but de concilier deux tendances en partie contradictoires. D'une part, l'aspiration flamande à une autonomie culturelle, c'est ce qu'on appelle la position communautariste, qui concerne les personnes, et d'autre part, la revendication wallonne d'une décentralisation économique, ce qu'on appelle l'orientation régionaliste, qui concerne les territoires. Et, pour simplifier les choses, non seulement le Premier ministre et le monde politique essayent de concilier ces deux volontés contradictoires, mais ils y ajoutent encore la volonté d'instaurer un certain équilibre entre les deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays pour assurer une vie politique que l'on espère plus stable. Bref, Gaston Esquens annonce ce jour-là la première réforme de l'État. Celle qui, attention, va faire du pays non pas encore un État fédéral, ce n'est pas le but à l'époque, le mot n'est même pas prononcé, mais qui va faire du pays un État, comme on dit à l'époque, communautaire. En l'occurrence, cette première réforme de l'État va procéder aux opérations suivantes. Tout d'abord, au niveau national. À ce niveau, la première réforme de l'État instaure divers mécanismes qui visent à garantir une protection politique de la minorité francophone. Tous des mécanismes qui existent encore aujourd'hui, la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois spéciales, des lois qu'on doit adopter une majorité spéciale, c'est-à-dire les lois qui touchent aux structures du pays, et le mécanisme de la sonnette d'alarme. Le but, c'est d'éviter de reproduire ce qui s'était passé en 1962-1963 lorsqu'ont été créées les régions linguistiques, lorsqu'ont été fixées les frontières entre les différentes régions linguistiques du pays. À savoir qu'à l'époque, les néerlandophones avaient joué de leur majorité numérique dans les organes de l'État pour imposer leur volonté. Grâce notamment, il faut le dire, au fait qu'ils étaient très unis alors que les francophones s'étaient présentés en ordre pour le moins dispersé. Mais on veut éviter de reproduire ce mécanisme, d'éviter que la majorité flamande puisse nuire aux intérêts de la minorité francophone. Autre élément, on bétonne la frontière linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces frontières linguistiques, fixées en 1962-63, elles ne sont désormais plus seulement consacrées par une loi, mais également par la Constitution, qui en outre dispose que les frontières de ces régions linguistiques ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale. Or, les parlementaires flamands font très vite comprendre que ce n'est absolument pas leur but, qu'ils ne procéderont jamais à un tel vote et que donc les frontières resteront inchangées désormais. Bétonnage de la frontière linguistique. Et enfin, et c'est généralement ce que l'on retient le plus de cette première réforme de l'État, cette révision constitutionnelle va créer 6 nouvelles entités. 3 communautés culturelles, comme on les appelle alors, pour répondre à la demande flamande, et 3 régions pour répondre à la demande wallonne. Donc, on a les communautés culturelles françaises, néerlandaises et allemandes, et les régions wallonnes, flamandes et bruxelloises. Mais attention, sur le plan juridique, ces diverses entités ne sont pas du tout logées à la même enseigne.
Les trois communautés culturelles, elles existent d'emblée. En l'occurrence, via les articles 59 bis et 59 ter de la Constitution, pour les spécialistes. Et effectivement, ces trois communautés, elles voient le jour dans les années qui suivent. Dès 1971 pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, et en 1973 pour la communauté culturelle allemande. Ces trois entités sont chacune dotées d'une assemblée, mais à l'époque pas encore d'un exécutif. Ce rôle revient au gouvernement national. Par contre, les régions, elles ne sont nullement créées par la Constitution. Dans la Constitution, elles font simplement l'objet d'un article, l'article 107 quater, qui se limite à énoncer qu'une loi spéciale pourrait être adoptée qui procédera à cette création. Et en l'occurrence, le monde politique wallon va accepter de découpler la mise en œuvre, la mise en place effective des régions et des communautés, ce qu'il verra d'ailleurs par la suite comme une grande erreur stratégique. Donc les communautés, je vous l'ai dit, sont très vite installées. Par contre, la Wallonie, elle ne demande pas dans un premier temps la mise en œuvre effective des régions, elle demande que soit adoptée une loi de planification et de décentralisation économique qui est censée permettre à la région wallonne la Wallonie, de se redresser. Cette loi, la Wallonie l'obtient, mais cette loi ne donne absolument pas les effets escomptés. Désormais, le monde politique wallon, à partir du milieu des années 70, va demander donc la création effective des régions. Mais ça coince, il ne parvient pas à obtenir cette fameuse loi spéciale qui va permettre de créer les régions. Pourquoi ? Le nœud gordien, c'est le centre du pays, c'est la région bruxelloise. En effet, deux questions se posent quant à cette future région bruxelloise. D'abord, quel doit être son statut ? Les francophones sont majoritairement en faveur d'une Belgique fondée sur 3 régions placées sur un pied d'égalité. Par contre, les Flamands, eux, ils prônent l'édification d'une Belgique fondée, articulée autour des 2 grandes communautés culturelles. Et la région bruxelloise, dans ce schéma, est juste destinée à être co-gérée par les 2 grandes communautés ou devenir une espèce de district administré par l'État central. Première question, donc, on ne parvient pas à résoudre dans les années 70. Le statut de la région bruxelloise. Et deuxième question, le territoire de la région bruxelloise. Les Flamands veulent limiter ce territoire aux 19 communes bruxelloises, alors que les francophones souhaiteraient qu'il soit plus étendu, notamment pour comprendre les francophones qui vivent dans ce qu'on appelle les communes périphériques. Alors, il faut savoir, ça nous paraît bizarre aujourd'hui, voire amusant, mais la réforme de l'État de 1970-1973 à l'époque, était censée ne pas être la première réforme de l'État, mais la seule et unique que connaîtrait le pays. On a pensé sincèrement que l'on allait résoudre le différend entre francophones et néerlandophones. Et donc à l'époque, il n'est pas du tout question d'instaurer un fédéralisme. Mais aujourd'hui, avec notre regard rétrospectif, on peut néanmoins constater que dès ce moment-là, dès 1970, la future structure fédérale belge présente différentes caractéristiques qui sont uniques dans le monde. La première, et une des plus importantes, c'est qu'il s'agit d'un fédéralisme fondé sur 2 types d'entités fédérées. Alors, il faut savoir que dans leur quasi-totalité, les États fédéraux ne connaissent qu'un seul type d'entité fédérée. Par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis, Länder en Allemagne. La Belgique est une des très rares exceptions à cet égard. Elle a à la fois des régions et des communautés. Et cette particularité belge s'explique par le fait que les Flamands et les Wallons ne revendiquaient pas la même chose. Les Flamands revendiquaient une autonomie culturelle, et donc une division de la Belgique en communautés, tandis que les Wallons, ils réclamaient une décentralisation économique et donc la création de régions. Vous allez me dire, on aurait peut-être pu trouver une solution pour, avec un seul type d'entité fédérée, donner satisfaction aux 2 desiderata. Mais encore une fois, le problème a résidé dans la région bruxelloise. Il n'y avait pas de vision commune entre francophones et néerlandophones sur le sort à réserver à l'agglomération bruxelloise. En l'occurrence, les néerlandophones refusaient qu'une entité bruxelloise exerce à la fois les compétences de type régional et les compétences de type communautaire. Parce que cela aurait compris toutes les compétences liées à la langue. Et donc, en région bruxelloise, les questions de langue auraient été gérées en commun et donc potentiellement
elles auraient été gérées avec, selon les vœux de la majorité numérique francophone, ce qui était totalement impensable aux yeux des néerlandophones. Alors on a bien proposé aux Bruxellois d'être co-gérés par les deux entités à créer, wallonne et flamande, mais ils ont, et on peut les comprendre, refusé. Et donc, on a décidé de créer à la fois des régions pour assurer l'autonomie bruxelloise dans les matières liées au territoire et des communautés pour permettre aux francophones et aux néerlandophones d'avoir chacun leur propre politique culturelle à Bruxelles. Alors, je dois quand même vous préciser qu'il y a un autre État fédéral dans le monde qui a également deux types, ou plusieurs même, d'entités fédérées. C'est la Russie, qui connaît 6 types d'entités fédérées: les républiques, les kraïs, les oblasts, les villes d'importance fédérale, les districts autonomes et un oblast autonome. Ces différents types d'entités fédérées se distinguent par le degré d'autonomie qu'elles jouissent, en théorie du moins, par rapport au pouvoir fédéral. J'ai bien dit théoriquement du moins, puisque dans les faits, la Russie, en tout cas aujourd'hui, a le régime d'une dictature et n'a plus du tout, dans les faits, le fonctionnement d'un véritable État fédéral. Donc, première caractéristique du fédéralisme belge qu'on trouve donc dès 1970, le fait d'être fondé sur 2 types d'entités fédérées. Le deuxième, c'est d'être un fédéralisme de superposition, c'est-à-dire un fédéralisme dans lequel les entités fédérées ne sont pas exclusives l'une de l'autre sur un même territoire. Regardez tous les autres États fédéraux à travers le monde, et même la Russie, et vous verrez qu'en un point donné du territoire national, n'est amené à intervenir qu'une et une seule entité fédérée. En Belgique, par contre, les ressorts territoriaux des communautés et des régions se superposent à tel point qu'il n'existe pas un seul point du territoire national sur lequel ne serait compétent qu'un seul pouvoir fédéré. Alors, les voici. Nous avons donc la communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. La région flamande, la région wallonne, la région bruxelloise. Pour simplifier les choses, certains ont pris le même drapeau, c'est pour ça que je vous précise que la communauté française a également adopté depuis quelques années l'appellation de Fédération Wallonie-Bruxelles. Et que constatez-vous? Vous voyez bien ce phénomène de superposition. En région de langue française sont compétents à la fois la région wallonne et la communauté française. En région de langue néerlandaise sont compétentes à la fois la région flamande et la communauté flamande. En région de Bruxelles-Capitale sont compétentes non seulement la région de Bruxelles-Capitale, mais également la communauté française et la communauté flamande. Et enfin, en région de langue allemande, sont compétentes non seulement la communauté germanophone, mais également la région wallonne. Un système donc qu'aucun autre État fédéral ne connaît. Ensuite, et ce que je viens de vous expliquer a déjà initié à cette troisième particularité, le fédéralisme belge n'est pas bâti sur une logique strictement territoriale. Et non, dans les autres États fédéraux, le territoire national est découpé en un certain nombre d'aires géographiques et l'ensemble des habitants d'une aire géographique donnée dépendent de la même entité fédérée. Mais en Belgique, la situation est beaucoup plus complexe puisque 2 entités fédérées, et non des moindres, la communauté française et la communauté flamande, n'ont pas de territoire au sens strict. Certes, elles ont une assise territoriale qui leur est propre, la région linguistique française ou néerlandaise, mais elles ont aussi une espèce d'excroissance commune où l'une et l'autre sont compétences pour les mêmes objets, la région de Bruxelles-Capitale. Donc, je vous l'ai dit, cette réforme institutionnelle de 1970-1973, elle était censée apaiser à tout jamais les tensions communautaires. Ratée. En fait, il s'avère très vite qu'elle n'a satisfait ni les francophones, et à commencer par les Wallons, qui n'ont toujours pas obtenu leur région, mais ni non plus les néerlandophones, qui n'ont pas obtenu gain de cause pour l'ensemble de leurs revendications. Et même plus, cette première réforme de l'État, elle a aiguisé les appétits autonomistes. Rapidement, on doit se rendre compte que c'est une véritable dynamique de mutation successive qui a été amorcée. Et ça également, c'est exceptionnel. Généralement, la structure d'un État fédéral est très stable. La Suisse et le Canada, par exemple,
dont la fondation, je vous l'ai dit, date respectivement de 1848 et 1867, figurent parmi les régimes constitutionnels les plus stables au monde. À tel point même que dans le cas canadien, cette stabilité est parfois une source de tension. Mais en Belgique, on assiste à un des rares cas de ce qu'on appelle le fédéralisme par acheminement. Du fait des tendances de dissociation qu'il agite, le pays est engagé dans un processus de transformation institutionnelle progressive. Tout se passe en fait comme si chaque réforme de l'État était appelée à n'être qu'une étape provisoire et à susciter de manière presque mécanique, presque automatique, son propre dépassement. Cela est dû essentiellement au fait que chaque réforme institutionnelle est le fruit d'un compromis, pour ne pas dire d'un donnant-donnant, entre plusieurs volontés qui sont différentes et qui même souvent sont contradictoires, et dont aucune n'est jamais satisfaite de l'issue des négociations. Dès lors, les concessions et les renoncements alimentent la volonté d'une réforme ultérieure, d'autant que, bientôt, apparaissent de nouvelles aspirations, qui naissent soit des imperfections de la réforme précédente, soit de besoins nouveaux. Et cela nous amène à évoquer une autre caractéristique du fédéralisme belge. Non seulement celui-ci se construit par étapes successives, et non pas du jour au lendemain, mais il est empirique. C'est-à-dire qu'il ne s'élabore sans aucun plan préconçu, sans aucun projet commun, sans aucun horizon global. En effet, il y a bien une constante mutation institutionnelle, mais elle ne repose sur aucune feuille de route. Elle s'opère donc avec une certaine part d'improvisation au fur et à mesure des difficultés rencontrées, des thèses et des revendications en présence, et le tout, pour simplifier les choses, généralement dans un contexte de crise politique aiguë. À chaque étape, sont donc prises des mesures et des orientations qui n'avaient pas été souhaitées, ni même envisagées en 1970. Et encore une fois, même l'option du fédéralisme n'avait pas été d'emblée décidée. Ce n'est qu'au fil des réformes de l'État, dont la multiplication, je le répète, n'avait pas du tout été prévue à l'origine, ce n'est qu'au fil des réformes de l'État que la Belgique s'est peu à peu engagée sur la voie fédérale. Alors justement, il n'y en a pas eu qu'une des réformes de l'État. Passons à la deuxième. Au début des années 1980, l'idée d'une nouvelle réforme de l'État est portée tant par les partis francophones que par les partis néerlandophones, ce qui ne sera pas toujours le cas par la suite. En effet, la Flandre commence à s'inquiéter des transferts financiers nord-sud et elle perçoit donc désormais l'intérêt d'une régionalisation. Mais il n'empêche que pour obtenir la création de leur région, les Wallons doivent quand même en payer le prix. Première grande décision qui est prise à l'époque, les 3 communautés culturelles deviennent des communautés. Alors, cet abandon de l'objectif culturel, il fait les références à un élargissement de la nature des compétences des 3 entités communautaires. En effet, leur champ d'action n'est désormais plus limité aux matières qualifiées de culturelles, mais englobe également celles que l'on appelle les matières personnalisables, c'est-à-dire l'aide aux personnes et les soins de santé. Vous remarquerez également qu'on change leur nom, en tout cas pour 2 d'entre elles. La communauté française reste la communauté française, mais la communauté néerlandaise devient la communauté flamande et la communauté allemande devient la communauté germanophone. Ces 3 communautés gardent toujours leur assemblée parlementaire, mais elles sont également dotées désormais d'un organe exécutif. La communauté française et la communauté flamande en 1981, la communauté germanophone en 1984. Les régions wallonnes et flamandes voient effectivement le jour. Les Wallons obtiennent ce qu'ils demandent depuis quelques années déjà et qu'ils n'avaient donc pas réellement réclamé en 1970. Mais, vous le savez, les Flamands ont souhaité affirmer le caractère un et indivisible de leur identité subnationale. Et durant les négociations, ils ont obtenu que leur communauté et leur région soient liées institutionnellement. Et en l'occurrence, que les compétences de la région flamande soient entièrement et d'emblée exercées par la communauté flamande. Ce n'est pas une fusion, comme on dit souvent, c'est le fait que, en fait, la région flamande devient, et ce dès sa création, ce qu'on appelle souvent une coquille vide. Elle a une existence constitutionnelle, elle a une existence juridique, mais dans les faits, elle n'a ni organe, ni mandataire, ni moyens propres.
la région wallonne est donc la seule qui réellement voit le jour, en tout cas aux yeux de la population, et tout comme les communautés, elle est dotée d'une assemblée parlementaire et d'un organe exécutif. Vous aurez remarqué qu'il manque une région, ben oui, c'est la région bruxelloise. Faute d'accord sur ce point, le dossier est mis au frigo, selon l'expression consacrée à l'époque. Les années 80 sont loin d'être calmes sur le plan communautaire. On pensera notamment au slogan « Plus un franc flamand pour l'acier wallon » ou au carrousel Fouronné. Une troisième réforme de l'État est dès lors opérée à la fin de la décennie. Cette fois, les Flamands acceptent la création d'une région bruxelloise, mais moyennant plusieurs conditions. Premièrement, le territoire de cette entité est limité aux 19 communes de l'agglomération bruxelloise et des mécanismes de protection de la minorité néerlandophone sont mis en place. Deuxièmement et surtout, la région centrale n'est pas placée sur un pied d'égalité avec les deux autres. Elle reçoit un statut particulier et, il faut bien le dire, inférieur. Ce statut moindre se marque jusque dans sa dénomination. Elle s'appelle Région de Bruxelles-Capitale et non pas, par analogie avec les deux autres, Région bruxelloise. Ce statut se marque aussi par divers autres éléments, soit symboliques, soit d'une réelle portée juridique. Entre autres, les normes qu'adopte la Région de Bruxelles-Capitale portent le nom d'ordonnance et non de décret, comme pour les autres régions et communautés, et certaines de ces ordonnances sont susceptibles de faire l'objet d'une forme de tutelle de la part de l'État central. La région de Bruxelles-Capitale reçoit également des organes législatifs et exécutifs qui sont tous deux installés en 1989. Et en outre, là on rentre dans la complexité bruxelloise actuelle, c'est également lors de cette réforme de l'État que sont créées les trois commissions communautaires, la commission communautaire commune, COCOM, la commission communautaire française, COCOF, et la commission communautaire flamande, Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC. Les deux premières, la COCOF, et la VGC sont des administrations décentralisées, respectivement de la communauté française et de la communauté flamande. La troisième, elle, c'est une véritable entité fédérée, donc à l'instar des autres régions et communautés, et ce, dès sa création, ce que ne sont pas la COCOF et la VGC. Donc la COCOM, en fait, elle naît de la nécessité de disposer d'une entité qui soit compétente pour deux domaines. D'une part, pour les institutions publiques et privées qui sont actives dans les matières personnalisables, mais du fait qu'elles sont organisées de manière bilingue, ne relèvent ni de la communauté française ni de la communauté flamande, par exemple les CPAS, les hôpitaux publics, les services sociaux privés, et d'autre part, pour les matières personnalisables qui s'adressent directement aux personnes physiques. Ah oui, parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure que les deux grandes communautés sont compétentes à Bruxelles, mais elles ne sont pas compétentes pour les personnes. Elles sont compétentes uniquement pour les institutions. Évidemment, cela laisse un certain nombre de situations qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Parfois, des services s'adressent directement aux personnes et non pas par l'intermédiaire d'institutions. Cela ne rentre donc pas dans le giron des deux grandes communautés. On avait besoin de cette troisième entité, la COCOM. Enfin, la troisième réforme de l'État comprend également deux autres éléments. Tout d'abord, un accroissement des compétences des communautés et des régions. C'est à cette époque que l'enseignement devient une matière communautaire. Et deuxièmement, les règles de financement des communautés et des régions sont fixées par une loi spéciale. À cette époque, dès le lendemain de cette réforme de l'État, de cette troisième réforme de l'État, l'importance des compétences transférées aux régions, aux communautés et l'importance des moyens financiers qui ont été retirés à l'État central pour être conférés aux entités fédérées amènent désormais nombre d'observateurs et voire même des acteurs politiques à faire usage de l'adjectif fédéral pour qualifier la structure de l'État belge. Mais c'est le 5 mai 1993 que la Belgique devient officiellement un État fédéral. Ce jour-là, une réforme constitutionnelle modifie l'article 1er de la Constitution belge pour qu'il proclame désormais « La Belgique est un État fédéral composé des communautés et des régions ». Et c'est également par cette réforme de l'État que la Belgique devient pleinement un État fédéral aux yeux de la doctrine juridique classique. Selon celle-ci, en effet, le fédéralisme repose sur 4 principes
4 principes qui constituent donc autant de critères qui permettent de distinguer un État fédéral d'un État unitaire. Le premier, c'est le principe de partage des attributs de la souveraineté. C'est-à-dire que les entités fédérées possèdent des compétences étatiques, et non pas seulement des compétences sur des matières d'intérêt régional ou local, des compétences étatiques qu'elles exercent en toute autonomie, c'est-à-dire sans tutelle du niveau national. Le pouvoir d'égalité, c'est-à-dire qu'une égalité de traitement est garantie aux différentes entités fédérées, il n'y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, en fonction de l'importance démographique de leur population, en fonction de l'importance de leur extension géographique. Le principe de coopération, il veut que des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral. C'est notamment assuré par les accords de coopération. Et enfin, le principe de participation, qui veut que les entités fédérées participent à la conduite du niveau de pouvoir fédéral par une représentation au Parlement fédéral. Dans le cas de la Belgique, on peut considérer globalement que les 3 premiers principes étaient déjà respectés avant 1993. Mais ce n'était pas le cas du 4e. Par contre, en 1993, le principe de participation est introduit au Sénat. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'à l'époque, c'est encore de manière très limitée. La représentation des entités fédérées se limite à 21 sénateurs sur 71 et ils ne représentent que les communautés, pas les régions. Mais il n'empêche que, dès cette époque, le principe de participation connaît une première incarnation en Belgique. Et en outre, 2 décennies plus tard, en 2014, à la suite de la 6e réforme de l'État, sur laquelle on va revenir dans quelques instants, le Sénat deviendra une assemblée des entités fédérées. Il représente désormais non seulement les communautés, mais également les régions. Je dois toutefois vous préciser que ce principe de participation est finalement encore celui qui est le moins bien mis en œuvre en Belgique aujourd'hui. Certes, les entités fédérées sont représentées au Parlement fédéral, mais dans le même temps, ces 2 réformes de l'État, en 1993 et en 2014, ont procédé à une réduction sensible et significative des compétences du Sénat. La 3e réforme de l'État, telle qu'elle avait été originellement projetée, n'avait pas été entièrement mise en œuvre. Et donc, très rapidement, le processus se poursuit. Et en outre, les francophones sont confrontés au fait que le financement qui avait été prévu pour la communauté française s'avère fort insuffisant. Donc la 3e et la 4e réforme de l'État sont dans la continuité directe l'une de l'autre. Elles peuvent être considérées comme étant étroitement liées. Au niveau fédéral, une nouvelle répartition du travail parlementaire est instaurée entre la Chambre des représentants et le Sénat. On vient d'en parler. Une modification notamment des règles de composition du Sénat pour faire rentrer une représentation des communautés, mais également une première diminution des compétences du Sénat. Les compétences des régions et des communautés sont à nouveau accrues. Le principe de l'élection directe est appliqué désormais au Parlement wallon et au Parlement flamand, et indirectement au Parlement de la communauté française. Principe de l'élection directe qui était déjà d'application pour la communauté germanophone depuis 1974 et pour la région de Bruxelles-Capitale depuis 1989, donc c'est un élargissement de ce principe. Ensuite, une certaine dose d'autonomie constitutive est conférée à 3 entités fédérées, mais pas à toutes, la région wallonne, la communauté française et la communauté flamande. En l'occurrence, ces 3 entités fédérées peuvent désormais régler certains aspects de l'élection, de la composition et du fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Et enfin, la province de Brabant est scindée en 2 nouvelles provinces, Brabant wallon et Brabant flamand. Pour leur part, les 19 communes bruxelloises sont extra-provincialisées, elles ne font plus partie d'aucune province. Les lendemains de la 4e réforme de l'État voient le renforcement de 2 traits singuliers du fédéralisme belge. Il faut savoir en effet que la Constitution permet à la région wallonne de transférer l'exercice de certaines de ses compétences à la communauté germanophone en région de langue allemande. Et à la demande de la communauté germanophone, qui est désireuse d'exercer plus de compétences sur son territoire, de devenir une communauté-région, ce mécanisme est mis en application pour la première fois en 1993. D'autre part,
la Constitution permet également à la communauté française de transférer l'exercice de certaines de ses compétences à la région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Et à la demande de la communauté française, qui est exsangue financièrement, qui connaît vraiment de très grands problèmes budgétaires à cette époque-là, cette possibilité est mise en œuvre pour la première fois en 1993 également. À noter que cette opération a pour effet de dédoubler la nature de la COCOF, la Commission communautaire française. À certains égards, elle reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, une administration décentralisée de la communauté française, mais pour les matières dont l'exercice lui a été transféré par la communauté française, elle détient désormais un réel pouvoir législatif et non plus simplement réglementaire et devient donc une authentique entité fédérée à son tour. On ajoute de facto une nouvelle entité fédérée à l'ordre juridique belge. Et dès lors, c'est plus que jamais un fédéralisme de superposition que connaît la Belgique, et en particulier en région bruxelloise. Désormais, sur ce territoire, sont compétentes pas moins de 5 entités fédérées, la région de Bruxelles-Capitale, la communauté française, la communauté flamande, la COCOM et la COCOF. Par ailleurs, le fédéralisme belge, qui avait déjà commencé à être fort asymétrique, le devient plus encore. Et là aussi, c'est une particularité réelle de la Belgique. Habituellement, les États fédéraux pratiquent un fédéralisme simple, c'est-à-dire symétrique. Toutes les entités fédérées ont le même statut, sont investies des mêmes compétences et sont pourvues des mêmes institutions. Mais tel n'est absolument pas le cas en Belgique. Dans notre pays, il existe une asymétrie telle qu'il n'est pas 2 entités fédérées qui soient identiques. Ainsi, la communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les 2 autres communautés, françaises et flamandes. Certaines décisions de la région de Bruxelles-Capitale sont soumises, au moins théoriquement, à une forme de tutelle fédérale. Et surtout, comme on vient de voir, la communauté germanophone exerce non seulement ses compétences communautaires, mais également une partie des compétences régionales. La région wallonne exerce non seulement ses compétences régionales, mais également une partie des compétences communautaires. Par contre, la communauté française s'est délestée d'une partie de ses compétences au profit de 2 autres entités, dont une qu'elle a rendue fédérée. Et puis, je vous rappelle que depuis 1980, la région flamande n'existe que virtuellement. L'ensemble de ses compétences sont exercées par la communauté flamande, qui est donc une communauté-région, en tout cas en région de langue néerlandaise. C'est toujours très facile à faire comprendre à des étrangers. 5e réforme de l'État. Quand on redonnera cette conférence dans quelques années, je devrais dire 7, 8 réformes de l'État. Je vous rassure, pour le moment, il n'y en a encore que 6. Alors la 5e. En 1993, les partis francophones ont tendance à considérer que, cette fois, c'est bon, le stade ultime des réformes institutionnelles a été atteint. Autrement dit, on va, cette fois-ci, enfin vivre dans une période de stabilité. Par contre, les responsables politiques flamands, dont le Premier ministre, ce qui ne compte quand même pas pour rien, Jean-Luc Dehaene, les responsables politiques flamands ne partagent pas du tout cette opinion. Eux, ils estiment que la réforme de l'État est un processus toujours en cours et qui est même destiné à être permanent. Et donc, logiquement, en 2001, on connaît une 5e réforme de l'État. Rapidement, elle procède à un nouvel accroissement des compétences communales, des compétences régionales et communautaires, et entre autres est opérée une régionalisation de la loi communale et de la loi provinciale. Les régions bénéficient d'un début d'autonomie fiscale sous la forme d'augmentation, de réduction, de déduction d'impôts, et en outre, certaines taxes sont régionalisées. Le financement des communautés est modifié, et les mécanismes de protection de la minorité néerlandophone en région bruxelloise sont renforcés. Vous allez dire que je me répète, mais c'est vrai. Cette 5e réforme de l'État était censée constituer une garantie de pacification communautaire. On y a encore cru une fois. Mais au lieu de ça, et dès 2003, les tensions se font de plus en plus vives entre francophones et néerlandophones sur diverses thématiques, telles que la scission électorale de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Une ligne de fracture nette
sépare les partis néerlandophones, qui sont désireux d'une nouvelle réforme institutionnelle, et les partis francophones, qui, eux, sont, comme ils le disent alors, demandeurs de rien. Diverses négociations sont entreprises, elles aboutissent toutes à un échec, à tel point qu'en avril 2010, le blocage provoque la chute du gouvernement Leterme II et l'entame d'une crise politique de 588 jours qui se termine, au moins pour le volet institutionnel, le 11 octobre 2011, lorsque, après plus d'un an de négociations, est conclu l'accord sur la 6e réforme de l'État, donc la dernière à ce jour. Une nouvelle réforme du système bicaméral au niveau fédéral est opérée, avec une nouvelle et profonde transformation de la composition et du rôle du Sénat. La circonscription électorale de Bruxelles-Halle-Vilvoorde est scindée et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est réformé. On procède à divers accroissements de compétences en faveur des régions, des communautés et de la COCOM, notamment en matière de prestations familiales. La notion d'autonomie constitutive est élargie et cette faculté d'auto-organisation est également octroyée à la communauté germanophone et, quoique de manière restreinte, à la région de Bruxelles-Capitale. Et on procède à nouveau à une réforme de la loi de financement des communautés et des régions dans le sens d'un accroissement de l'autonomie financière des entités fédérées et dans le sens d'une augmentation de leurs recettes propres. Les transferts de compétences ainsi opérés sont d'une ampleur inédite. Selon l'expression plusieurs fois répétée par ses promoteurs, la 6e réforme de l'État opère un déplacement du centre de gravité de l'État fédéral vers les entités fédérées. Cette 6e réforme de l'État est suivie d'un nouvel accord intra-francophone par lequel, d'une part, la communauté française transfère, pour ainsi dire, toutes les nouvelles compétences qu'elle vient de recevoir à la région wallonne, en région de langue française, et à la COCOF, en région de bilingue de Bruxelles-Capitale. Et accord par lequel également la COCOF, et ça c'était inédit jusqu'alors, décide de transférer l'essentiel de ses compétences en matière de santé et d'aide aux personnes à la COCOM. Et dans le même temps, la région wallonne et la communauté germanophone conviennent d'un nouveau transfert d'exercice de compétences. Alors, je pense que personne n'en doute, personne ne se fait d'illusions, il y aura bien une 7e réforme de l'État. Maintenant, quand? On n'en sait encore rien. En tout cas, cette 7e réforme de l'État, elle a pour particularité d'avoir été revendiquée par le monde politique flamand avant même que la 6e réforme de l'État ait fini d'être négociée et a fortiori mise en œuvre. Les Flamands, le monde politique flamand, demande donc un nouvel accroissement des compétences de la Flandre, et de leur côté, les francophones semblent avoir abandonné, encore qu'il faut encore le vérifier, semblent avoir abandonné la position de demandeur de rien, dont il s'est d'ailleurs avéré qu'elle menait à une impasse, voire qu'elle contribuait à durcir et à accroître les revendications flamandes. En plus, tant dans les rangs francophones que néerlandophones, l'idée s'est imposée petit à petit qu'une nouvelle réforme de l'État sera indispensable pour améliorer le fonctionnement de l'État belge, notamment pour simplifier l'architecture institutionnelle du pays, en particulier en région bruxelloise. Cette idée a été renforcée de manière sensible par les difficultés que le pays a connues à l'occasion de la longue crise politique et surtout de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 qui a frappé le pays à partir de mars 2020. L'actuel gouvernement de Croo, l'actuel gouvernement fédéral, installé en octobre 2020, a prévu dans son accord de gouvernement de préparer la 7e réforme de l'État en donnant généralement comme date de mise en œuvre 2024, ce qui reste très hypothétique. Cette 7e réforme de l'État, je ne peux pas encore vous dire évidemment ce qu'elle contiendra, je ne peux même pas vous dire quand elle sera négociée véritablement et quand elle sera décidée. Il y a quand même une chose qui est intéressante à noter, c'est que le gouvernement fédéral de Croo a décidé de changer quelque peu la manière, en tout cas c'est ce qu'il dit, de réfléchir à cette réforme de l'État. Alors, chaque réforme de l'État a eu ses processus, ses logiques propres, mais on remarque que jusqu'à présent, les citoyens n'ont guère été
impliqués dans les processus, ni dans les débats et encore moins dans les négociations. Ils n'ont même pas eu l'occasion, contrairement à ce qui se fait par exemple en Suisse, de trancher entre différents scénarios institutionnels, par exemple par le biais d'une consultation populaire ou d'un référendum. Le gouvernement De Croo, lui, il indique qu'il veut s'inscrire dans un mode de fonctionnement de la démocratie davantage participatif Désolé, j'ai 2 enfants en bas âge, vous n'imaginez pas le nombre de microbes que ça peut ramener de l'école. J'en étais où? Bref, donc le gouvernement De Croo, donc il a décidé, il a annoncé, je suis désolé, qu'il souhaitait donc que le processus devant mener à la 7e réforme de l'État comporte, je cite, un large débat démocratique impliquant notamment les citoyens, la société civile, les milieux académiques. Pour l'instant, je dois vous dire que l'incarnation concrète de cette volonté et ses effets, a fortiori, sont encore très difficiles à saisir. En conclusion, la Belgique n'est pas le seul État à avoir connu un processus de dissociation, à être né comme État unitaire et être devenu, au fil de son histoire, un État fédéral, mais il n'en reste pas moins un État fédéral singulier. Cela sur 6 caractéristiques que l'on rappelle brièvement. Un fédéralisme fondé sur 2 types d'entités fédérées, les régions et les communautés, un fédéralisme de superposition, on l'a bien vu, un fédéralisme qui n'est pas bâti sur une logique strictement territoriale, un fédéralisme asymétrique, un fédéralisme évolutif et un fédéralisme empirique. Peut-être peut-on y ajouter également le fait que c'est un fédéralisme menacé. J'imagine que je ne dois pas vous citer les partis politiques, en particulier au nord du pays, qui trouvent que le modèle fédéral est dépassable et qu'il serait même bon de le dépasser pour aller plus loin dans la logique d'autonomie. Et hier, pour m'amuser, je l'avoue, j'ai tapé les mots fédéralisme belge études sur Google pour voir ce qui sortait. Et j'ai trouvé intéressant de voir que les 3 premières études scientifiques faites par des véritables scientifiques, des juristes, des politologues, etc. Les 3 premières études que j'ai trouvées, que Google m'a permis d'obtenir, avec ces mots assez neutres, fédéralisme, Belgique, études. Le fédéralisme belge creuse-t-il sa propre tombe? Le fédéralisme belge a-t-il de l'avenir? Belgique, stop ou encore? Comme quoi, cette idée d'un fédéralisme menacé percole assez bien dans les esprits. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, vous le retrouverez dans le chapitre 1 du courrier hebdomadaire 2500, mais ce n'est pas la seule des publications du CRISP qui peut vous être utile. Il y en a bien d'autres, notamment l'introduction à la Belgique fédérale, si vous voulez vous retrouver dans les complexités belges, belgo-belges bien souvent. Également l'histoire politique de Xavier Mabille. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou sur les divers réseaux sociaux sur lesquels nous sommes actifs. Pour ma part, il vous reste à vous remercier dans les 3 langues nationales. Merci beaucoup pour votre attention. Et désolé.